Les corps flottaient parmi les vagues, gonflés, méconnaissables. Sur la plage, l'odeur de la chair brûlée se mêlait à celle du corail brisé et de la poudre à canon. Cris, flammes, du sang bouillant sur la roche brûlante. Et pourtant, ce n'était que le début. Okinawa n'était pas une bataille, c'était un carnage. Un abattoir conçu pour engloutir vivantes deux puissances entières. Plus de 180 000 soldats américains se sont lancés sur une petite île, infestée de tunnels, de pièges et de soldats prêts à mourir en tuant. Les Japonais n'ont pas défendu la côte, ils les ont laissés entrer. Et quand l'ennemi a pensé qu'ils avaient gagné, le véritable enfer a commencé. Ce furent 82 jours de mort lente, sans répit, sans pitié. Et quand c'était fini, il ne restait plus rien. Aucune ville, pas de corps, aucune humanité. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cet enfer, il faut revenir en arrière, au mois précédent, au bureau où les cartes ont été dessinées, et aux hommes qui savaient que la prochaine bataille serait la plus sanglante du Pacifique. La route vers l'enfer. Au printemps 1945, les Alliés détenaient l'initiative dans le Pacifique. Les jours sombres de 1940 et 1-42 étaient révolus depuis longtemps. Une succession d'offensives victorieuses avait permis de reconquérir une grande partie du territoire que l'Empire japonais avait occupé pendant les premiers mois de la guerre. Et la question n'était plus de savoir qui gagnerait, mais quand aurait lieu la bataille finale et combien de vies il en coûterait pour mettre fin au conflit. La stratégie alliée reposait sur 3 axes majeurs convergents. Dans l'extrême nord, les forces américaines, avec le soutien du Canada, ont débarrassé les îles aléoutiennes de l'Alaska des Japonais. Dans le sud-ouest, le général Douglas MacArthur dirigeait un contingent combiné de troupes américaines, australiennes et néo-zélandaises, appuyé par les 3e et 7e flottes et l'aviation terrestre. Il sécurise d'abord la ligne de communication entre les États-Unis et l'Australie, puis capture les îles Salomon avec Rabaul en ligne de mire et avance le long de la côte nord de la Nouvelle-Guinée jusqu'à une position en face des Philippines. Dans le Pacifique central, la 5e flotte s'empara des îles Gilbert à la fin de 1943 et, après avoir neutralisé les bastions aériens de Rabaul et Truk, s'empara des îles Marshall au début de 1944. La cible suivante, les Mariannes, se révéla un coup décisif. La chute de Saipan et de Tinian en juillet et la libération de Guam en août provoquèrent de tels bouleversements politiques à Tokyo que le Premier ministre Shigenori Togo démissionna et qu'un nouveau cabinet fut formé. En octobre 1944, MacArthur débarqua à Leyte à la tête de la 6e armée et, à la fin de l'année, il possédait plusieurs bastions dans le vaste archipel philippin. Les îles furent déclarées libérées le 5 juillet 1945, 2 semaines après la prise d'Okinawa. Pendant ce temps, la 3e flotte maintint une pression constante entre février et mars 1945. Le haut commandement japonais pressentait l'étape suivante, mais ne connaissait pas le point exact de l'attaque. Il envisageait Formose, la côte continentale chinoise ou la chaîne d'Okinawa, et renforçait simultanément les 3 zones, tandis que la 5e flotte et la 10e armée américaine concentraient leurs forces sur les bases des îles du Pacifique. Le débat stratégique avait commencé 1 an plus tôt. En mai 1944, pendant la pause précédant la conquête des Mariannes, l'amiral Ernest G. King rencontre à San Francisco Chester W. Nimitz et William F. Halsey pour discuter de la phase finale de la guerre. On craignait que le Japon ne tente une paix séparée avec la Chine nationaliste épuisée. Nimitz proposa d'établir des têtes de pont sur la côte chinoise pour ouvrir des voies d'approvisionnement qui forceraient Tokyo à détourner des troupes vers le continent. Dans ce schéma, l'invasion de Formose, à 1080 km au sud-ouest du Japon, permettrait de contourner les Philippines, de lancer des bombardiers à longue portée contre l'archipel et de protéger les lignes vers la Chine. Formose offrait des avantages opérationnels, une base pour les attaques sur le continent, la protection des convois, une plateforme pour les B-29, mais elle comportait également des risques. Elle était à portée des avions japonais basés en Chine, abritait une forte garnison, pouvait recevoir des renforts rapidement et possédait un terrain montagneux et accidenté presque aussi étendu que Kyushu. Alors que la campagne des Mariannes touchait à sa fin en juillet 1944, Roosevelt convoqua Nimitz et MacArthur.
Ce dernier a rejeté l'idée de contourner les Philippines et a assuré qu'avec un soutien naval supplémentaire, il pourrait les libérer. Un plan alternatif fut alors convenu. Reconquérir une grande partie de l'archipel entre octobre et décembre 1944, puis décider d'attaquer Luzon en février 1945 ou la zone Formose-Amoy en mars, puis Bonin en avril et Ryukyu, y compris Okinawa, en mai. MacArthur, fidèle à sa promesse de 1942, insista pour retourner à Manille. Peu de temps après, le lieutenant-général Millard F. Harmon a présenté des arguments convaincants pour exclure Formose. La campagne attirerait des forces insoutenables, les routes aériennes étaient exposées à l'interception chinoise et les conditions météorologiques étaient défavorables. Il proposa plutôt d'occuper Iwo Jima en janvier et Okinawa en juin en même temps que le débarquement sur Luzon. Le général Robert C. Richardson et d'autres commandants clés étaient d'accord. Le général Simon B. Buckner a averti qu'il n'y avait pas assez de troupes pour sécuriser une tête de pont sur Formose et l'amiral Raymond A. Spruance a également conseillé de l'éviter. En octobre, Nimitz transmet au roi l'opinion unanime de ses subordonnés. Le comité des chefs d'état-major interarmés ordonna à MacArthur de débarquer à Luzon le 20 décembre 1944 et à Nimitz d'attaquer Iwo Jima le 20 janvier 1945 et Okinawa le 1er mars. Cette opération, préalable à l'invasion prévue du Japon, fut baptisée Iceberg. Les îles Ryukyu avaient pour nom de code Bunkhouse et Okinawa avait pour nom de code Scattering. Une fois les Philippines sécurisées, les forces japonaises dans les Indes orientales seraient isolées. Depuis les Mariannes, les B-29 pourraient attaquer le Japon sans craindre les bases d'interception des Ryukyu. Les aérodromes américains situés dans cet arc protégeraient le flanc, harcèleraient Formose et le continent et lanceraient leurs propres attaques sur l'archipel d'origine. La capture d'Iwo Jima, point médian entre les Mariannes et Honshu, permettrait aux chasseurs d'escorter les bombardiers et de leur fournir des terrains d'atterrissage d'urgence. Pendant ce temps, la 3e flotte et le 3e corps amphibie attaquèrent Palau en septembre 1944 pour couvrir le flanc est de MacArthur. La 5e flotte et le 5e corps amphibie attaquèrent Iwo Jima le 19 février 1945 et, après de violents combats qui durèrent jusqu'au 16 mars, les premières actions Iceberg furent déclenchées, retardées par la résistance sur Iwo Jima. Les Ryukyu forment un arc insulaire qui s'étend de Kyushu à travers la mer de Chine orientale jusqu'à Formose, 161 îles regroupées en 5 chaînes, Ozumi, Tokara, Amami, Okinawa et Sakishima, qui constituent un pont naturel vers le sud. Le cœur de l'ensemble est Okinawa, la pièce la plus grande et la plus importante. L'archipel d'Okinawa comprend plusieurs groupes satellites autour de l'île principale. Kerama-Reto à l'ouest, Kume et Aguni plus loin, Ieshima au nord-ouest, Yagachi et Yoroma au nord et au nord-est, et un groupe oriental dispersé que les Américains appelleraient les îles de l'Est. Ils auront tous un rôle important à jouer dans la campagne. Okinawa est situé à 560 km au sud-ouest de Kyushu, à la même distance au nord-est de Formose et à environ 725 km de la côte chinoise. Il partage le fuseau horaire japonais, que la marine américaine a désigné Item ou Zulu 9. L'histoire de l'île est une mosaïque d'influences. Les flottes chinoises l'ont pillée par intermittence du 6e au 7e siècle, exigeant un tribut sans exercer une pleine souveraineté. En 1368, le roi Ryukyu assuma officiellement cette subordination, bien qu'il conservât des relations avec le Japon et une certaine autonomie. Lorsqu'il refusa de fournir des troupes pour la guerre japonaise contre la Corée en 1609, les samouraïs envahirent et rasèrent le royaume, qui devint un double vassal de la Chine et du Japon. En 1853, le commodore Matthew Perry y jeta l'ancre lors de son expédition pour ouvrir le Japon, et le drapeau américain flotta à côté du château de Shuri, signe avant-coureur de futurs combats. La modernisation de Meiji a accordé à Okinawa le statut de préfecture en 1879. Malgré la résistance locale et les demandes chinoises, elle fut intégrée à l'Empire du Soleil Levant avec une représentation parlementaire depuis 1920. En 1943, elle fut administrativement incluse dans le district de Kyushu.
Géographiquement, Okinawa-Shima s'étend sur 145 km du nord-est au sud-ouest. Sa largeur varie, 29 km sur la péninsule de Motobu au nord et seulement 3 km sur l'isthme d'Ishikawa, près du centre. Au sud, plusieurs péninsules plus petites délimitent des mouillages naturels. L'isthme divise l'île en deux régions contrastées. Le nord, peu peuplé, est un labyrinthe de crêtes de jungle de 300 à 580 mètres de haut, sillonné de ravins profonds qui se jettent dans la mer. La couverture dense de pins, de genévriers, de chênes et de bambous limitait les déplacements et offrait d'excellentes positions défensives. Seule une voie ferrée à voie unique bordait la côte nord-ouest. En dehors de cela, la circulation était impossible. Auf japanischer Seite überlebten nur 10.000 reguläre Soldaten und 8.000 Rekruten aus Okinawa. Etwa 110.000 Kombattanten starben, 7.830 Flugzeuge gingen verloren, 14.155 im Kampf, 2.655 durch Unfälle, 1.020 am Boden und 4.600 Kamikaze-Piloten stürzten mit ihren Maschinen ab. Die Verluste der Marine beliefen sich auf 16 versenkte und 4 beschädigte Schiffe, darunter die Yamato, bei der 3.650 Seeleute ertranken. Die Militärbehörden zählten 285.272 Zivilisten. Zwischen 42.000 und 50.000 Menschen starben auf der Stelle. Doch Nachkriegsstudien gehen davon aus, dass die Gesamtzahl der Todesopfer über 122.000 liegt, fast ein Drittel der einheimischen Bevölkerung, und damit höher ist als die kombinierte Zahl der Todesopfer von Hiroshima und Nagasaki. Die lokale Kultur wurde zerstört. Nach dem Ende der Kämpfe flogen am 19. August 2 weiß lackierte Betty-Bomber mit den Kapitulationsbevollmächtigten von Tokio nach Iishima. Aufgrund eines Missverständnisses hatten sie bei ihrer Rückkehr keinen Treibstoff mehr, wurden jedoch gerettet und übermittelten dem Kaiser die Bedingungen ihrer Kapitulation. Tausende Soldaten, die sich bereits zum Sterben entschlossen hatten, begannen zu kapitulieren. Bis November 1945 hatten sich 16.350 Soldaten ergeben. Am 10. August verkündete Japan seine Absicht zu kapitulieren und am 29. August taten die letzten Garnisonen von Kerama dasselbe. Am 7. September wurden die Ryukyu in Kadena offiziell an Vizeadmiral Tasuku Kato und Generalleutnant Toshiro Nomi übergeben. Es waren noch etwa 105.000 Soldaten über kleinere Inseln verstreut und bis 1947 waren kleine Rebellengruppen aktiv. Die Vereinigten Staaten stationierten eine Besatzungstruppe von 87.000 Mann und begannen die Insel in eine riesige logistische Enklave zu verwandeln. 22 Flugplätze waren geplant, um die aus Europa kommende 8. US-Luftflotte und die Marineflieger aufzunehmen. Nur ein Teil davon wurde fertiggestellt, aber die 3.000 Meter großen Felder von Awase und Chimu oder die von Ieshima und Bolo wurden alltäglich. Baten-Kobay wurde zu einem Operationsstützpunkt der Marine, später in White Beach umbenannt. Naha, Chimu, Nakagusuku und Bukna Bay entwickelten sich vor der geplanten Invasion Japans zu den wichtigsten Sammelhäfen. Die Taifune im September und Oktober machten die Verlegung mehrerer Anlagen erforderlich, doch die Erfahrungen machten Okinawa zu einem logistischen Zentrum während des Koreakriegs und später für Luftoperationen in Vietnam und die strategische Projektion nach Asien bis weit in die 70er Jahre. Die militärische Verwaltung ging von der Marine auf die Armee über und wurde ab 1946 schrittweise den zivilen Behörden Okinawas übertragen, obwohl die Spannungen wegen der Anwesenheit ausländischer Truppen nie verschwanden. Am 15. Mai 1972 gaben die Vereinigten Staaten die Inseln offiziell an Japan zurück. Etwa 39 Militärkomplexe wurden für die Nutzung durch die USA gepachtet und durch Einheiten der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte ersetzt. Okinawa wurde wochenlang von Artillerie- und Marinefeuer verwüstet. Dann ersetzten Kräne und Bulldozer die Kalksteinhöhlen und Zuckerrohrfelder durch Betonpisten und Stahlpfeiler. Eine ständige Erinnerung daran, dass die moderne Kriegsführung 1945 82 Tage lang zeigte, welchen Preis es kosten würde, einen Fuß auf die Mutterinseln des Archipels zu setzen. Le Sud, beaucoup plus peuplé, présente des collines ondulantes s'élevant jusqu'à 150 mètres et coupées par des ruisseaux étroits et mal drainés. Les grottes creusées par les courants souterrains percent les collines et les crêtes.
À mesure qu'ils avancent vers la capitale, le terrain se fragmente en petits affleurements et pentes irrégulières incorporées par les ingénieurs japonais dans des lignes défensives successives à courte portée. Le paysage manque de larges champs de tir et privilégie les armes à courte portée. Les 4/5 de la superficie sud étaient cultivés en patates douces, en canne à sucre, en riz et en soja. La pêche complétait l'économie. Les villages et les hameaux étaient reliés par des routes à voies uniques dont beaucoup peut être faites de terre ou de corail concassé. Seule une route calcaire à 2 voies reliait Naha et Shuri, et la boue la rendait impraticable pendant la saison des pluies. Le trafic militaire hors route était pratiquement impossible. Une voie ferrée à voie étroite de 60 cm reliait Naha à l'intérieur, mais sa capacité était insuffisante pour les besoins logistiques d'une opération à grande échelle. Sur cette scène, carrefour de routes aériennes, plaque tournante stratégique entre la mer de Chine et le Pacifique ouvert, territoire historiquement disputé et intrinsèquement difficile, s'élevait la dernière barrière avant l'archipel métropolitain japonais. Une fois Iwo Jima sécurisé et les Philippines libérées, le regard des Alliés se tourna vers Okinawa. La clé qui allait resserrer l'étau sur le Japon et anticiper par sa férocité la dévastation de la dernière ligne droite de la guerre. Plan de bataille. L'effondrement de la position japonaise dans le Pacifique était devenu évident au début de 1945. Après la neutralisation aérienne de la forteresse de Truk en février 1944 et la chute ultérieure de Saipan, Tinian et Guam au cours de l'été, l'arc défensif extérieur du Japon était brisé. Iwo Jima tombe aux mains des États-Unis entre février et mars 1945. La plupart des îles conquises au cours des mois triomphants de 1941 à 1942 sont à nouveau sous contrôle allié ou soumises à des bombardements constants qui obligent leurs garnisons à vivre dans des grottes et des tunnels. Des vestiges dispersés de l'armée impériale résistèrent aux Philippines, mais une grande partie de la marine impériale reposait au fond du Pacifique et son aviation navale autrefois redoutable avait pratiquement cessé d'exister. Les sous-marins américains avaient étranglé les voies d'approvisionnement et les B-29 larguaient des bombes explosives et incendiaires sur les villes congestionnées du Japon, alimentant le sentiment d'une catastrophe imminente. Certain que les Alliés attaqueraient Formose ou la chaîne des Ryukyu, l'état-major japonais élabora une stratégie pour forcer un match nul sanglant. Il était convaincu que l'esprit japonais résisterait à la puissance de feu écrasante et aux ressources illimitées des États-Unis et qu'en infligeant des pertes inacceptables, il parviendrait à une paix négociée. La doctrine japonaise, fondée sur un esprit offensif inflexible du Bushido et validée, pensait-il, par l'expérience de la Chine, avait subi de graves revers dans les îles Salomon et en Nouvelle-Guinée. Mais les dirigeants militaires s'accrochaient toujours à l'idée que le courage individuel pouvait compenser l'infériorité matérielle. De ces convictions sont nées les tactiques de défense en profondeur par couche, les bunkers en béton intégrés au terrain et, enfin, l'utilisation d'attaques suicides, à la fois des kamizake, avions Toko, et des bateaux explosifs Kikusui et des charges suicides avec des explosifs personnels. Le plan au sol a été délégué à la 32e armée, déployée à Okinawa depuis avril 1944 à la suite de l'opération Tengo, qui avait envisagé un réseau de bases aériennes mutuelles sur Formose et les Ryukyu pour harceler toute force d'invasion. Au moment décisif, la 32e armée a déployé quelques 100 000 hommes, 2 divisions d'infanterie réduites, plusieurs brigades indépendantes, un mélange hétérogène d'artillerie de campagne et côtière, de sapeurs et de troupes de service. Le général Mitsuru Ushijima, officier prudent et méthodique, rejeta l'idée initiale de défendre les plages, une approche qui avait échoué dans les îles Gilbert, Marshall et Marianne, et choisit de concentrer ses efforts sur la moitié sud de l'île où le terrain accidenté, les escarpements calcaires et les collines labyrinthiques offraient une défense en profondeur. Le nord, couvert d'une jungle inaccessible, n'était occupé que par un écran de la 44e brigade mixte indépendante. C'était un terrain qui consommait des troupes sans offrir un avantage décisif et qui pouvait être abandonné sans compromettre l'objectif principal, épuiser l'ennemi dans un combat prolongé. En conséquence, les plages occidentales où le débarquement était prévu furent volontairement laissées mal défendues.
Les forces principales ont érigé de vastes lignes de tranchées, de grottes bordées d'artillerie et de nids de mitrailleuses autour du massif de Shuri et de la ligne étroite de l'isthme de Chatan, où l'île se rétrécissait à seulement 5 km de largeur. Là convergeaient les routes d'accès à Naha et Shuri, la capitale civile et le centre administratif, et les deux aérodromes clés de Yontan et Kadena, que les Japonais considéraient comme des cibles prioritaires pour l'invasion. Au sud de cette ligne se trouvaient les positions finales, la crête abrupte du Rasoemura, Tanabaru et le labyrinthe naturel complexe de Shuri-Yonabaru, le point où Ushijima prévoyait de livrer la bataille décisive. Des milliers de points de tir, de bunkers en béton, de galeries creusées dans la roche corallienne et de complexes de grottes interconnectés étaient fortifiés avec des armes à courte portée et protégés par d'épaisses embrasures. L'objectif était simple: forcer les Américains à avancer colline par colline, terrier par terrier, en payant chaque mètre parcouru en sang et en temps, jusqu'à ce que leur volonté soit brisée. La contribution navale japonaise s'articulait autour de l'utilisation désespérée de moyens suicidaires. La flotte impériale concentrait 4 régiments de vedettes Shinyo et plus d'une centaine de Koryu et de Kaiten, torpilles habitées, à Keramareto, au large de la côte sud-ouest d'Okinawa. L'amiral Matome Ugaki espérait lancer des vagues d'avions kamikazes Kikusui, fleurs de chrysanthème, depuis Kyushu, Formose et la campagne d'Okinawa elle-même pour couler les transports et les porte-avions lors de la phase critique du débarquement. On estimait qu'un seul transport chargé de munitions ou de troupes perdues sur la plage provoquerait un goulot d'étranglement logistique suffisant pour compromettre l'ensemble de l'opération. De l'autre côté, la force expéditionnaire interarmée, Task Force 51, sous le commandement du vice-amiral Richmond Kelly Turner, a dû faire face au défi inverse: recueillir des renseignements, concevoir un plan et transporter une armée à plus de 6000 milles de la côte ouest américaine. La première reconnaissance photographique d'Okinawa, effectuée lors des bombardements des B-29 en septembre 1944, fut partiellement obscurcie par la couverture nuageuse. Ce n'est que lors des attaques d'octobre qu'une couverture complète a été obtenue, révélant la structure défensive du Sud. Bien que la 32e armée dissimule bien ses positions et limite ses mouvements diurnes, les analystes estiment en mars 1945 la présence de 75 000 soldats organisés en divisions sous de profondes fortifications au sud de l'isthme d'Ishikawa. Le plan Iceberg s'est déroulé en 3 phases. Le premier envisageait d'occuper le groupe d'îles de Keramareto, à 15 milles au large de la côte ouest, au cours de la dernière semaine de mars. Là, la 77e division d'infanterie obtiendrait un mouillage sûr pour réparer les navires endommagés, réarmer les navires d'escorte et établir une base anti-sous-marine avancée. Le 26 mars, avant le débarquement principal, le 2e bataillon de la 77e division s'empara des hauteurs d'Aeshima, une île stratégique contrôlant l'accès à Yontan et Kadena, où le célèbre correspondant Ernie Pyle mourut plus tard. Dans le même temps, des dragueurs de mines et des bateaux auxiliaires commenceraient un vaste déminage à partir de la côte sud pour sécuriser les couloirs de transport. La deuxième phase, l'assaut amphibie, était prévue pour 8h30 le 1er avril 1945, surnommé le jour L. Il s'agirait du plus grand débarquement jamais réalisé dans le théâtre du Pacifique. 2 divisions de marine, 1re et 6e, et 2 divisions de l'armée de terre, 7e et 96e, entreraient dans une bande de 8 milles de plages occidentales, côte bleue et orange entre Agushi et l'embouchure de la rivière Bishi, avec le 3e corps amphibie à gauche et le 24e corps à droite. La 6e division de Marines sécuriserait Yontan. La 7e division militaire, Kadena. Derrière, les 27e et 81e divisions resteraient une réserve flottante prête à exploiter toute percée ou à renforcer les secteurs critiques. Pendant ce temps, la 2e division de marine simulait un débarquement sur la péninsule de Motobu pour immobiliser les réserves japonaises. En mer, plus de 1300 navires ont assuré la couverture. Les porte-avions des forces de frappe rapide TF-58 et TF-57 ont attaqué les aérodromes de Kyushu, Formose et Ryukyu pour arrêter les attaques kamikazes, tandis que les cuirassés, les croiseurs et les destroyers ont bombardé les positions côtières avec des milliers de tonnes d'obus. 22 porte-avions d'escorte
ont assuré la patrouille aérienne de combat de la force d'invasion. Malgré cela, la menace suicidaire se matérialisa. Entre le 6 avril et le 22 juin, le Kikusui effectua 10 grandes vagues, endommageant gravement le cuirassé Maryland, coulant le porte-avions Bunker Hill et de nombreux destroyers et transports. Une fois la troisième phase terminée, briser l'isthme et avancer vers le sud, le 24e corps devait pivoter vers l'est, capturer la péninsule de Shinen et bloquer toute tentative de retrait japonais, tandis que le 3e corps se tournerait vers Motobu et les montagnes du nord pour nettoyer son arrière. Avec les aérodromes aux mains des Alliés, les chasseurs et les bombardiers moyens opéreraient depuis Okinawa même, intensifiant le siège aérien de la métropole japonaise. La logistique d'une telle entreprise était colossale. Les ports et mouillages soutenant l'opération s'étendaient d'Espiritu Santo et Guadalcanal au cœur du Pacifique Sud jusqu'à Ulithi et Leyte à l'ouest, en passant par Pearl Harbor et la côte californienne. La distance entre Pearl Harbor et Okinawa, 6200 milles, représentait à elle seule 26 jours de navigation pour les convois de marchandises. Au total, 458 navires de transport ont été assemblés pour transporter des troupes, des véhicules et des fournitures. Le taux de consommation de munitions a été estimé à plus de 3 fois celui utilisé dans les Mariannes. De plus, 4 grands aérodromes étaient prévus à Okinawa, même ainsi que de vastes installations d'approvisionnement à Nakagusuku-Wan, ce qui allait transformer de manière permanente la géographie humaine de l'île. Le Japon, conscient de son manque de réserves stratégiques et de flotte hauturière, a tout misé sur l'attrition. Ushijima ordonna à ses ingénieurs de révéler à peine leur port de tir afin de ne pas révéler leur position, d'utiliser la topographie comme bouclier et d'adapter chaque grotte en fort. Plus de 96 km de tunnels reliaient les abris et les postes de commandement. À l'intérieur, les troupes stockaient des provisions pendant des mois, prêtes à survivre à un siège prolongé. La devise opérationnelle a été résumée dans le rapport de combat grossier de la 32e armée. Un avion contre chaque navire, un navire contre chaque transport, un homme pour 10 ennemis ou pour chaque char. Lorsque les vagues amphibies ont pris d'assaut Agushi le 1er avril, elles ont rencontré étonnamment peu d'opposition directe. Le pari japonais, comme les semaines suivantes le révéleraient, n'était pas d'endiguer la marée sur le sable, mais de l'étrangler lentement au milieu des roches coralliennes, de la jungle détrempée et du sacrifice fanatique de ses défenseurs. Forces américaines. La force amphibie qui devait conquérir Okinawa était organisée autour de la force opérationnelle 51, surnommée Force expéditionnaire conjointe. C'était une organisation autosuffisante. Elle pouvait fonctionner pendant 30 jours sans soutien extérieur et mener des actions coordonnées en mer, dans les airs et sur terre. La TF-51 faisait à son tour partie de la Task Force 50, la 5e flotte de Raymond Spruance, et était appuyée par 2 redoutables escadrons de porte-avions, la TF-58 de Mark Mitcher avec 88 navires, 11 porte-avions d'escadre et 6 porte-avions légers appuyés par 7 cuirassés, et la TF-57 britannique de Bernard Rawlings qui ajoutait 4 porte-avions et 2 navires capitaux. Sous l'égide de la TF-51, 7 groupes opérationnels ont été répartis. La TF-52, William Blandy, a fourni un soutien rapproché avec des porte-avions d'escorte, des avions des 31e et 33e escadrons de Marines, une flottille de plus de 60 dragueurs de mines et des équipes de démolition sous-marine. Le groupe d'attaque des îles occidentales, TG-51.1, Ingolf Killand, a capturé Kerama-Reto et l'île voisine d'Ieshima avant le jour J. Les TF-53 et 55, Lawrence Reef Snyder et John Hall, transportaient le 3e corps amphibie et le 24e corps d'armée. La TF-54, Morton Deyo, a fourni des tirs navals aux cuirassés et aux croiseurs. Un groupe de démonstration simulerait un débarquement au sud pour fixer les réserves ennemies. Et enfin, la TF-56, les troupes expéditionnaires de Simon B. Buckner, contrôlait toutes les forces terrestres. Cette composante terrestre était la 10e armée, activée en juin 1944 et seul commandement conjoint de la guerre avec un corps d'armée, 24e, et un autre de Marines, 3e AC,
Elle était composée de 102 000 soldats de l'armée, de 88 000 Marines et d'environ 18 000 ouvriers de la construction navale, Seabees et personnel médical, de sorte que le jour J, 182 820 et un homme débarquèrent. Pour les protéger des avions japonais, la 10e armée a déployé la 53e brigade antiaérienne, 5 groupes AA avec des canons de 90 et 40 mm, et a renforcé son arrière avec la police militaire et des unités gouvernementales civiles, leçon apprise à Saipan et Tinian. Le 24e corps, formé à Leyte et commandé par John Hodge, comprenait les 7e et 96e divisions d'infanterie comme fer de lance et disposait d'une artillerie de corps sans précédent. 14 bataillons qui utiliseraient l'obusier de 203 mm pour la première fois dans le Pacifique. La 27e division vétéran voyageait comme réserve flottante. Le 77e arriverait après avoir combattu dans le nord des Ryukyu. Le 3e corps amphibie, Roy Geiger, transportait la première division de Marines, 26 000 hommes, vétérans de Guadalcanal et de Peleliu, et la toute nouvelle 6e division, créée à Guadalcanal avec des troupes expérimentées des brigades provisoires. La 2e division de Marines est restée à Saipan en tant que force de démonstration et renfort éventuel. Bien que les divisions de l'armée de terre et des marines partagent la même structure triadique, elles différaient en termes d'effectifs et d'armement. L'armée de terre comptait environ 14 000 hommes et les marines 19 000, mais les marines étaient plus dotées en armes collectives. Chaque régiment de marines, réorganisé en 1945, disposait de 6 obusiers automoteurs de 105 mm, de canons anti-chars de 37 mm et d'armes automatiques en abondance. Sa compagnie de sapeurs comprenait des lance-flammes M2 et des bazookas M9A1. L'armée, pour sa part, compensait sa plus faible densité de feu par une artillerie de campagne plus puissante et une flotte blindée plus importante. 7 bataillons de chars équipés de M4A3 ou M4A2, dont un lance-flamme, plus 3 bataillons de chars amphibies LVT A4 de 75 mm. Le soutien aérien tactique était centralisé dans la Tactical Air Force, 10th Army, TG 99.2. Créé en novembre 1944 et commandé par le major général Francis Mulcahy. Au début, il s'appuyait sur 50 et un porte-avions d'escorte, mais avec la mise en service des aérodromes de Yontan et de Kadena, il a commencé à exploiter plus de 750 avions de l'US Navy, de la 2e escadre aérienne des Marines et des forces aériennes de l'armée américaine, chargées de la reconnaissance photographique, des attaques kamikazes et du soutien rapproché. Avec cette force navale, terrestre et aérienne, plus de 1300 navires et près de 190 000 combattants prêts à décimer la forteresse de Shuri, les Américains aspiraient non seulement à conquérir Okinawa, mais à en faire une base avancée d'où frapper au cœur même du Japon impérial. Les forces japonaises. Au début de l'année 1944, Okinawa ne disposait plus que de l'unité d'artillerie côtière Nakagusuku-1 et de quelques détachements de garde. Mais tout changea lorsque le haut commandement japonais créa la 32e armée le 1er avril de la même année. Son arrivée a transformé l'île en un véritable camp retranché. Le premier contingent majeur était constitué de la 9e division de vétérans, transférée de Mandchourie en juin, alors que Saipan brûlait sous les bombes. À la fin de ce même mois, les 600 survivants de la 44e brigade mixte indépendante arrivent, secourus après la perte de leur transport avec 5000 hommes à bord. En juillet, le 15e régiment mixte indépendant a été incorporé par voie aérienne, la première opération japonaise d'une telle ampleur. En août, la 62e division débarque de Chine et avec le retrait de la 9e en décembre, l'unité la mieux préparée devient la 24e division du lieutenant-général Tatsumi Amamiya, une formation triangulaire de 3 régiments d'infanterie soutenus par de l'artillerie lourde de 150 mm, des sapeurs, des unités de reconnaissance et des transports. La 32e armée disposait également de 2 brigades indépendantes modernisées sur Kyushu, la 2e et la 15e IMR, chacune dotée de 3 bataillons d'infanterie et d'une compagnie anti-chars de 75 mm. Pour renforcer le feu, le 5e groupe d'artillerie de l'armée a combiné la puissance de 36 obusiers de 150 mm, 8 mortiers lourds de 240 mm, 24 pièces,
lance-roquettes de 180 mm, 320 mm et 96 mortiers de 81 mm. Parallèlement, le 21e groupe anti-aérien rassemble 72 canons de 75 mm et 54 canons de 20 mm pour protéger les aérodromes et les sites côtiers. Les capacités blindées étaient modestes mais précieuses. Le 27e régiment de chars disposait de 18 chars moyens Chi-A et de 14 chars légers Ago, tandis que les bataillons anti-chars comprenaient des pièces de 47 mm récemment produites. Le 11e groupe d'abordage exploitait un bataillon amphibie et agissait comme force de débarquement d'urgence, et le premier groupe de génie maritime maintenait les ports prêts à recevoir des renforts. La mobilisation a couvert plusieurs échelles. En juin 1944, 20 bataillons de travail, Boetei, furent formés avec 16 600 Okinawaïens pour ouvrir des tranchées et des routes. Plus tard, des organisations de défense civile, Keibotai, furent ajoutées, chargées d'éteindre les incendies et de maintenir l'ordre. Le 1er janvier 1945, jusqu'à 39 000 civils supplémentaires âgés de 17 à 45 ans furent autorisés à être enrôlés, et plus de 12 000 femmes servirent dans les services de l'arrière. À cela s'ajoutaient 5 000 recrues d'Okinawa intégrés dans des unités régulières et quelques 12 000 ouvriers et marins employés à la construction de bunkers, de grottes et de nids de canons. La marine impériale renforça également l'opération. 3 825 hommes, dont 6 000 employés civils, organisèrent la base navale d'Oroku avec des compagnies côtières armées de canons de 120 et 140 mm, une batterie anti-aérienne de 81 mm et plusieurs unités de service. Le détachement de torpilleurs suicides, Shinyo et les régiments de bateaux explosifs complétaient la composante maritime. Au total, la 32e armée administrait quelques 100 000 combattants de l'armée, 3 800 marines et près de 40 000 ouvriers et auxiliaires. Un mélange de divisions régulières aguerries par la Chine, de brigades reconstituées à partir des vestiges d'autres campagnes, d'artillerie de gros calibre et d'un réseau d'ouvriers locaux. Ces forces, enfouies dans des réseaux de grottes, de galeries calcaires et de casemates en béton profondément ancrés, avaient pour objectif de transformer la moitié sud d'Okinawa en un abattoir capable d'épuiser un ennemi largement supérieur et de gagner du temps pour l'Empire dans ses dernières heures. Les premières bombes. Le ciel d'Okinawa a ressenti pour la première fois le poids de la guerre le 29 septembre 1944, lorsque des escadrons de B-29 ont attaqué ces aérodromes. Plutôt que de détruire, ils avaient l'intention de photographier l'île et ses environs en vue d'une future invasion. Le 10 octobre, la première incursion d'avions embarqués sur porte-avions arriva. Elle visait à éliminer la menace aérienne contre l'offensive imminente sur Leyte et s'est terminée par la soi-disant bataille aérienne de Formose, où le Japon a perdu 500 avions et 36 navires en 3 jours. Après un répit automnal, la nouvelle année s'est ouverte sur un coup dur le 3 janvier. Une semaine plus tard, la force de porte-avions rapide est revenue et a lié ses actions à des raids de bombardement sur Formose et la côte chinoise. Jusqu'à la fin du mois de février, la Task Force 58 punit la région de Tokyo et, tout en se retirant vers Ulithi, déclencha un autre barrage brutal sur Okinawa le 1er mars. Les sous-marins américains et les patrouilles de reconnaissance ont fermé le trafic entre le Japon, Formose et les îles Ryukyu, coulant des dizaines de navires marchands. Entre les attaques sur l'archipel métropolitain, les B-29 retournaient encore et encore à Okinawa. À la fin du mois de mars, il ne restait presque plus aucun avion japonais opérationnel dans la région. Naha, son port et la cité-palais de Shuri furent réduits en ruines. Du 18 au 31 mars, de nouvelles attaques contre les aérodromes et les navires de guerre de Kyushu ont complété les préparatifs de l'opération Iceberg. Une contre-attaque japonaise endommagea gravement le porte-avions Franklin sans parvenir à déloger la flotte. Le 24 mars, les cuirassés de 16, 14 et 12 pouces, escortés par des croiseurs, des destroyers et 177 canonnières, ont écrasé un convoi de 8 navires marchands au nord-ouest de l'île et ont pilonné les défenses côtières. Entre le 26 et le 31, la flotte britannique neutralise les aérodromes de Sakishima-Gunto.
Pendant ce temps, la flottille de dragage de mines de la TF-52 a commencé à nettoyer les approches le 22 mars. 122 navires ont balayé 7800 km² de mer, trouvé 6 champs de mines et détruit 257 munitions. Le 25 mars, la force de bombardement et de couverture s'est approchée avec 3 cuirassés de 16 pouces, 5 cuirassés de 14 pouces et un cuirassé de 12 pouces, appuyés par une artillerie navale plus légère. Au cours de la semaine précédant le jour J, ils ont tiré 37 000 obus de 5 pouces ou plus, 33 000 roquettes de 114 mm et 22 500. Les débarquements commencent. L'assaut final sur Okinawa a commencé à prendre forme des mois avant le débarquement. Le 29 septembre 1944, une formation de B-29 bombarde les aérodromes de l'île et surtout la photographie de bout en bout pour compléter la cartographie aérienne. Le 10 octobre, les porte-avions de la Task Force 58 attaquèrent à nouveau lors de la soi-disant bataille aérienne de Formose, une frappe destinée à éliminer toute menace avant la campagne de Leyte. Il y eut peu de pauses. Le 3 janvier 1945, la TF-58 lance 500 avions et 36 navires contre Okinawa. Le 10 janvier, elle revient avec une autre salve coordonnée avec des raids sur Formose et la côte chinoise. Le 1er mars, alors qu'elle se retirait vers Ulithi, elle bombarda à nouveau l'île et entre le 18 et le 31 mars, elle pilonna les aérodromes de Kyushu tandis que les forces britanniques neutralisaient celles de Sakishima. Les Japonais contre-attaquèrent avec des avions et coulèrent presque le porte-avions USS Franklin, mais ne parvinrent pas à stopper l'offensive. Le 25 mars, l'opération Tengo fut activée et 2 jours plus tard, les B-29 paralysèrent la campagne de Kyushu, immobilisant la plupart des avions ennemis. Simultanément, la flottille de dragage de mines, TG 52,2, a commencé à nettoyer les approches le 22 mars. 122 navires ont fouillé 3000 km² de mer, découvert 6 champs de mines et détruit 257 engins. Le 25 mars, les cuirassés et les croiseurs du groupe de couverture ont tiré 37 000 obus de 127 mm, des roquettes de 114 mm et plus de 22 000 obus de mortier. L'aviation embarquée a effectué 3100 sorties. Les défenseurs, tapis dans des abris souterrains, ont à peine réagi. Le premier débarquement à terre a eu lieu le 26 mars. Keramareto, une poignée d'îles escarpées à 24 km à l'ouest d'Okinawa, offrait un mouillage capable d'accueillir plus de 70 navires. La 77e division d'infanterie a balayé l'archipel et a trouvé 350 bateaux suicides intacts. Seules 4 batteries japonaises ont opposé une résistance. 530 et un défenseur ont été tués et 120 et un prisonnier ont été capturés. Plus de 1200 civils ont été hospitalisés et environ 150 personnes se sont suicidées. Le même jour, Kaise-shima tombe, où sont déployés des obusiers de 155 mm qui, une semaine plus tard, frapperont les positions de Shuri. Pendant ce temps, les équipes de l'UDT ont inspecté les plages de Hagushi et éliminé les obstacles dans des eaux à 21 degrés Celsius. Le 1er avril, dimanche de Pâques et jour du poisson d'avril, a été désigné jour L. À 4h30, le vice-amiral Kelly Turner a ordonné le lancement de la force de débarquement. Plus de 1300 navires mouillaient au large de la côte ouest. Une demi-heure plus tard, un barrage de couverture lançait 25 obus par 100 mètres de front. À 8 heures, les LCI armés d'artillerie ont percé le récif et des centaines de LVT ont commencé les 3658 mètres jusqu'à la ligne de plage. 2 groupes de 64 chasseurs-bombardiers ont balayé la bande côtière. La 2e division de Marines a simulé un assaut vers le sud-est pour détourner les réserves, mais les Japonais n'ont pas mordu à l'hameçon. La première vague est passée devant le cuirassé USS Tennessee et a débarqué à 8h30 sans opposition sérieuse. Dans la première heure, 50 000 soldats posèrent pied à terre. Les défenses immédiates furent pulvérisées et la première force spéciale japonaise fut dissoute. À 14 heures, après l'arrivée des unités de soutien, la tête de pont mesurait 13 km de large sur 5 km de profondeur. Ce jour-là, les 4 divisions d'assaut n'ont enregistré que 28 morts, 27 disparus et 104 blessés. Avec les aérodromes de Yontan et de Kadena aux mains des Alliés, opérationnels en cas d'urgence sur L+2,
L'avancée s'est accélérée. Le 4 avril, la 6e division de marine se dirigea vers le nord, la 1re division de marine et la 7e division de marine fermèrent l'étroit isthme d'Ishikawa et la 96e se dirigea vers le sud. Le commandement allié se demandait où se trouvait l'ennemi. Le 6 avril, jour de l'empereur Jimmu, Tokyo annonça qu'Okinawa serait reconquise. 2 jours plus tard, le Premier ministre Koizo démissionna et le 7, l'amiral Suzuki prit le relais avec la tâche de trouver une solution honorable. La réponse japonaise eut lieu le 4 avril, lorsque le général Hodge ordonna aux 7e et 96e divisions d'attaquer la ligne Shuri. La 62e division japonaise, appuyée par l'artillerie positionnée sur les hauteurs, pilonna la plaine et les abords de Hagushi. Entre le 6 et le 8 avril, les Américains ont capturé Cactus, Kaniku et Tombstone Ridges. Le 6, ils prennent The Needle, où le commodore Perry avait hissé son drapeau en 1853. La crête de Kakazu résiste farouchement. Les Américains subissent 1500 pertes contre 4500 Japonais. Le 12 avril à 19 h, la 24e division lance une contre-attaque couverte par un court barrage. Mal coordonnée, elle se termina en carnage et ne retarda l'offensive alliée que de quelques jours. Cette même nuit, la mort de Franklin D. Roosevelt est annoncée, une nouvelle qui ébranle les troupes. Alors que le 24e corps saignait devant Shuri, le 3e corps amphibie nettoyait le nord. Le 6 avril, la 6e division de marine, renforcée par le 29e régiment, avance vers la péninsule de Motobu. La force Udo, 1500 hommes de la 44e brigade mixte, s'est retranchée sur le mont Yaeteik, une forteresse de 9 km sur 6. Après des jours d'escarmouches, l'assaut décisif débuta le 14 avril et se termina le 17 avec 700 morts parmi les défenseurs. La résistance se dissout dans des embuscades nocturnes. De nombreux Okinawaïens, persuadés par la propagande, combattent aux côtés des troupes impériales. Le 4 mai, la 27e division a relevé les marines épuisées. Le 27e régiment a balayé Onatak entre juin et juillet. Le 4 août, le secteur nord est déclaré sécurisé. Plus d'1 millier de Japonais sont morts et un demi-millier s'est rendu. Il y avait Ieshima, une île mesurant 9 km sur 4 située en face de Motobu. Dominée par le pic calcaire Yegusugu, haut de 185 mètres, et dotée de 3 aérodromes de près de 2 km, elle était essentielle en tant que base de chasse avancée. Avec 8000 habitants, dont 3000 déjà évacués, elle était dotée de falaises de 30 mètres au nord et de plages segmentées au sud. Les forces américaines débarquèrent le 16 avril et, après de violents combats, sécurisèrent la position le 21, achevant ainsi l'encerclement aérien depuis Okinawa, qui scellait définitivement le sort de l'Empire japonais. La prise de Shima, achevée le 21 avril, ne signifie pas la fin des frayeurs. Au même moment où les ingénieurs posaient les premières pistes pour les chasseurs d'escorte, la Task Force 51 continuait à couvrir les troupes avec des patrouilles aériennes, des interceptions kamikazes, des reconnaissances et des hôpitaux flottants, tandis que les 5e et 3e flottes pilonnaient les aérodromes de Ryukyu, Formose et Kyushu. Le 6 avril, une fois la tête de pont consolidée, le Japon lance son coup le plus spectaculaire, l'opération Tennichi. Le cuirassé Yamato, escorté par le croiseur léger Yahagi et 8 destroyers, a navigué sans carburant pour revenir, devait s'échouer au sud des plages de Hagushi et bombarder les transports à bout portant. Des sous-marins et des avions américains ont suivi le groupe. Le 7 avril à midi, les avions de la TF-58 le détruisirent avec 10 torpilles et 5 bombes. Le Yamato se brisa en deux et emporta par le fond 2487 membres d'équipage. 4 destroyers ont atteint le Japon. Les autres ont été laissés à la dérive ou ont coulé. Au même moment, la plus grande vague d'attaques kamikazes de la guerre se déchaîna sur Okinawa. 355 avions attaquèrent entre le 6 et le 7 avril. Et bien qu'ils coulèrent 6 navires et en endommagèrent 21 avec plus de 500 victimes américaines, ils payèrent avec plus de 1100 avions abattus. Par la suite, 9 autres vagues de Shogo ont maintenu la pression jusqu'en juin, mêlant attentats suicides et bombardements conventionnels. Sur les 1900 avions impliqués, 225 ont coulé ou endommagé 86 navires, mais la mer est restée ouverte aux convois. Pendant ce temps,
Le 24e corps était intégré contre la ligne principale japonaise, ancrée sur les crêtes et les escarpements protégeant la ville forteresse de Shuri. Depuis le 14 avril, les 7e, 96e et 27e divisions étaient restés stationnaires, accumulant des munitions pour l'assaut prévu pour le 19 avril. Ce matin-là, après une préparation d'artillerie de 27 bataillons et une punition aérienne implacable, la 7e division se lança contre Skyline Ridge. La 96e entra en collision avec Tombstone et Nishibaru, et la 27e se fraya un chemin à tâtons à travers l'embouchure du Machinato, où le 193e bataillon de chars perdit 22 chars dans un bras de terre. En une semaine, les trois fronts ont à peine gagné 1300 mètres. Kakazu, Nishibaru et l'escarpement d'Urasoemura ont absorbé les hommes et les armures comme des éponges. Seule l'arrivée de la Bradford Task Force, une réserve de chars de combat et de sapeurs, permit de faire sauter les nids de béton. Le 24 avril, la forteresse de Kakazu était derrière eux, mais l'ennemi avait engagé ses dernières réserves et restait tapi dans les tunnels de Shuri. Dans la nuit du 2 au 3 mai, le métro de Shuri était en ébullition de discussions. Le colonel Hiromichi Yahara, officier des opérations de la 32e armée, a insisté sur le maintien de la tactique d'attrition défensive. Mais la pression de nombreux commandants de régiments, désireux de « mourir en avançant », et une pénurie de nourriture et de munitions ont poussé le général Isamucho à autoriser une contre-attaque totale. Le plan, élaboré en quelques heures, engageait pratiquement tout ce qui restait opérationnel. La 24e division, 22e, 32e et 89e régiments frapperait sur le front ouest entre l'anse de Makinato et l'escarpement d'Uraso et Mura, tandis que la 62e armée, principalement sa 63e brigade et les 272e, 273e et 275e bataillons indépendants, frapperaient à l'est sur les crêtes de Tanabaru et de Nishibaru. Pour soutenir la percée, le 27e régiment de chars devait lancer une vingtaine de Chiha de type 97 à travers le ravin séparant Kakazu et Nishibaru, et le 26e régiment de bateaux d'assaut devait tenter de débarquer de l'infanterie légère à l'arrière américain en traversant la baie de Nakagusuku à la rame. Les préparatifs ont commencé au crépuscule par des infiltrations furtives. Des pelotons de reconnaissance ont avancé sans tirer, utilisant des cordes et des poteaux marqués de chiffons blancs pour percer les champs de mines. À 3 heures du matin, après une courte salve d'artillerie, à peine 300 obus, les réserves de 75 et 150 mm étant à 40%, les sifflets retentissent et quelques 24 000 hommes sortent de l'entrée des grottes. Dans le secteur ouest, le 1er bataillon 22e régiment a traversé avec succès l'anse de Makinato, a capturé par surprise un avant-poste du 106e régiment d'infanterie américain et a avancé jusqu'aux abords du village de Makinato, mais a été coupé lorsque des tirs de M4A3 Zippo avec des lance-flammes l'ont enflammé à courte portée. Au centre, le 96e régiment d'infanterie américain fut stoppé dans ses positions initiales par l'assaut japonais, mais la réponse de l'artillerie du corps d'armée, 25 batteries tirant des totes programmées sur 144 tubes, scella toute pénétration. À droite, le 272e bataillon indépendant a pris d'assaut les rizières de la vallée de Bishigawa, perçant les lignes de la 7e division, frappant les positions de mortiers et provoquant la confusion, jusqu'à ce que l'aube l'expose à des tirs d'obus de 105 mm et de roquettes de 4,5 pouces. Les 22 chars du 27e régiment, tentant une avancée nocturne sans lumière entre Kakazu et Nishibaru, tombèrent dans un entonnoir illuminé par des fusées éclairantes. Les chasseurs de chars M10 et les bazookas M9A1 les ont incendiés les uns après les autres. Au même moment, la force navale du 26e régiment perdit l'élément de surprise. Les radars SCR-602 détectèrent les bateaux à 04h10 et les destroyers de piquet les mitraillèrent avant qu'ils n'atteignent la côte. Moins d'une compagnie réussit à débarquer et fut anéantie par les patrouilles du 383e régiment d'infanterie. À l'aube du 4 mai, il pleuvait à verse. Les infiltrés survivants ont tenté de creuser des cratères d'artillerie, mais ont été traqués un par des lance-flammes portables et des ingénieurs armés de charges de Bangalore. En 24 heures, l'attaque était épuisée.
Sur les 76 000 défenseurs initiaux, environ 7 000 ont été tués ou rendus inutiles. La 24e division a perdu un tiers de son infanterie, la 62e a épuisé presque toutes ses réserves de grenades et, plus grave encore, les derniers stocks de munitions d'artillerie de 75 mm et 150 mm, environ 18 000 cartouches, que Yahara avait l'intention de rationner pour la défense finale, ont été consommés. Les pertes américaines furent étonnamment légères. 682 blessés et 17 chars endommagés, dont beaucoup par des tirs amis dans la confusion nocturne. Les services de renseignement militaire ont découvert plus tard des brochures exhortant les gens à briser la volonté yankee avec l'épée de l'esprit. Le moral américain fut cependant renforcé par la prise de conscience que l'ennemi ne pouvait plus lancer d'offensives coordonnées. À partir de ce moment, l'artillerie japonaise tirerait moins de 50 obus par jour et les bataillons de première ligne seraient réduits à des compagnies squelettiques survivant de riz cru et d'eau boueuse. La contre-attaque ratée des 3 et 4 mai n'a pas seulement scellé le sort tactique de la 32e armée, elle a marqué le moment où Okinawa s'est transformée d'une bataille de manœuvre en une inexorable opération défensive de retranchement et d'extermination. Les pluies torrentielles de mai ont transformé les ravins en torrents, les routes en marécages et les tranchées en fossés remplis d'1 mètre d'eau. Le 22 mai, après 10 jours de déluge, les ruisseaux débordent et les routes s'effondrent. Mais la pression ne cesse pas. Chaque bol de riz, chaque colline de corail est disputée au corps à corps avec des lance-flammes. L'objectif restait le plateau de Shuri. Avançant mètre par mètre, le 29 mai, le 22e régiment de Marines profita d'un retrait japonais et, en coordination avec le 5e, fit irruption dans les faubourgs de Naha. Au même moment, la 77e division perce la ligne à la surprise du quartier général de la 10e armée lui-même. Cette nuit-là, la colline du château de Shuri tomba sous un feu de napalm. La position qui avait retenu 4 divisions pendant 6 semaines s'effondra en quelques heures. Forcée de se retirer, la 62e armée dressa une barrière temporaire au sud de Naha. Le 25 mai, la péninsule de Roku est évacuée tandis que la 24e division prend une nouvelle position le long de la côte ouest. Entre le 30 mai et le 4 juin, il entreprit une retraite de combat vers la ligne finale dans les collines de Mabuni. Les pluies ont une fois de plus entravé l'avancée des Alliés et la route côtière a été inondée. Le 4 juin, la 6e division des Marines contourne l'estuaire de Naha avec un assaut amphibie depuis le rivage, la dernière opération amphibie de la Seconde Guerre mondiale. 2 jours plus tard, les 4e et 29e Marines débarquèrent au sud du port pour encercler la péninsule. Les restes de la marine impériale en défense périrent presque entièrement. Au nord, les 2e et 3e pelotons du 8e régiment de Marines étaient revenus de Seppan. Ils capturèrent Ihei-jima le 3 juin et Aguni le 9. Cela a fermé tout refuge extérieur pour les survivants japonais. Sur les flancs, les patrouilles du 7e Marines, déjà aguerries par des embuscades nocturnes, rencontrent les guérilleros d'Okinawa mêlés aux soldats impériaux, mais la résistance organisée s'effondre. Le 21 juin, après des semaines de combats sur les escarpements de Mabuni et sous des bombardements incessants, les bannières blanches ont commencé à apparaître parmi les rochers calcaires. Le général Mitsuru Ushijima et son chef d'état-major Isamucho se sont suicidés à minuit. Le colonel Yahara, obéissant aux ordres, fut l'officier le plus haut gradé à se rendre. La bataille avait coûté aux États-Unis plus de 12 500 morts et 55 000 blessés. Le Japon a perdu environ 110 000 combattants et au moins 80 000 civils, tandis que des dizaines de milliers d'insulaires se sont retrouvés sans abri. Malgré tout, l'opération atteignit son objectif. Okinawa étant aux mains des Alliés, les B-29 purent décoller sous escorte, les ports abritèrent 1300 navires et l'artillerie lourde était désormais pointée sur le cœur de l'archipel métropolitain. Le prix de cette victoire préfigurait l'ampleur du sacrifice qu'aurait nécessité l'assaut des îles principales et en même temps anticipait l'urgence de rechercher une fin rapide et définitive à la guerre. Après la perte de Shuri, les restes de la 32e armée se sont retirés à l'extrémité sud de l'île, entre Itoman, la péninsule de Kiyan et les collines côtières de Mabuni. Le 11 juin, il ne restait que des poches dispersées à l'intérieur du périmètre allié. Le 15, les 8e Marines débarquèrent dans le port dévasté de Naha
et relevèrent la première division épuisée pour nettoyer les ruines rue par rue, tandis que le lieutenant-général Roy Geiger, le seul officier du corps des Marines à commander une armée de campagne, prenait le contrôle après la mort de Simon Buckner. 5 jours plus tard, le général Joseph Stilwell prend définitivement le pouvoir. Les divisions d'assaut avaient été tellement réduites qu'il ne restait que 5 bataillons frais en réserve. Le 17 juin, la 7e division détruit l'enclave de la 44e brigade mixte sur la colline 115, au sud-ouest de Nakasa. Le 96e régiment fut retiré pendant quelques jours pour neutraliser une poche de la 24e division à Medera et Makabe. Elle ne se rendit que le 22 juin lorsque la 6e division de marine nettoya la côte ouest et que la 1re division de marine anéantit les dernières poches de la 62e division près de la crête de Kiyamugusuku. Le 7e a fermé l'encerclement autour du quartier général ennemi en contrebas de la colline 89 de Mabuni, où les survivants du 24e résistaient encore. Le 22 juin à 3 heures du matin, Mitsuru Ushijima et Isamucho se sont suicidés dans une grotte sur le versant sud. Leurs états-majors ont fait de même entre 22 et 30. Le même 22 juin, le commandement américain a déclaré la fin de la résistance organisée, même si les armes en vrac ont continué à circuler pendant des jours. Kumeshima, à 55 km à l'ouest, était occupé par des explorateurs amphibies et transformé en station radar. La campagne entière a duré 82 jours. Les marines ont subi 2938 morts et disparus et 16 017 blessés. L'armée, 4 675 morts et 18 099 blessés. Les forces navales ont subi le plus grand nombre de pertes de la guerre, 4 900 morts ou disparus et 4 800 blessés, avec 36 navires coulés et 368 endommagés, dont 43 irrécupérables, par des vagues suicides. La force porte-avions britannique a perdu 4 navires endommagés et 98 avions avec 62 morts. 7 divisions de l'armée et 2 divisions des marines ont absorbé respectivement 12 927 et 11 147 remplaçants. Du côté japonais, seuls 10 000 soldats réguliers et 8 000 recrues d'Okinawa ont survécu. Environ 110 000 combattants sont morts, 7 830 avions furent perdus, 4 155 au combat, 2 655 dans des accidents, 1 020 au sol, et 4 600 pilotes kamikazes tombèrent avec leurs appareils. Le bilan naval s'élève à 16 navires coulés et 4 endommagés, dont le Yamato avec 3 650 marins noyés. Les autorités militaires ont dénombré 285 272 civils. Entre 42 000 et 50 000 personnes sont mortes sur le coup, bien que les études d'après-guerre estiment le chiffre total à plus de 122 000, soit près d'un tiers de la population indigène, dépassant ainsi le nombre combiné de morts d'Hiroshima et de Nagasaki. La culture locale a été dévastée. Après la fin des combats, 2 bombardiers Betty peints en blanc ont volé de Tokyo à Hieshima le 19 août avec les plénipotentiaires de la reddition. Un malentendu les laissa sans carburant à leur retour, mais ils furent secourus et transmettirent les termes de la reddition à l'empereur. Des milliers de soldats, auparavant déterminés à mourir, commencèrent à se rendre. En novembre 1945, 16 350 s'étaient rendus. Le 10 août, le Japon annonce son intention de capituler et le 29 août, les dernières garnisons de Kerama font de même. Le 7 septembre, les Ryukyu furent officiellement remis à Kadena au vice-amiral Tasuku Kato et au lieutenant-général Toshiro Nomi. Il restait encore environ 105 000 soldats dispersés sur des îles plus petites et de petits groupes d'insurgés allaient opérer jusqu'en 1947. Les États-Unis installent une force d'occupation de 87 000 hommes et commencent à transformer l'île en une gigantesque enclave logistique. 22 aérodromes sont prévus pour accueillir la 8e force aérienne qui doit arriver d'Europe et l'aviation navale. Seule une partie fut achevée, mais les champs de 3000 mètres d'Awase et de Shimu, ou ceux d'Hieshima et de Bolo, devinrent courants. Batenko Bay est devenue une base opérationnelle pour la marine, rebaptisée plus tard White Beach. Naha, Shimu, Nakagusuku et Buckner Bay sont devenus les principaux ports de transit avant l'invasion planifiée du Japon.
Les typhons de septembre et octobre ont forcé le déplacement de plusieurs installations, mais l'expérience a fait d'Okinawa une plaque tournante logistique pendant la guerre de Corée et, plus tard, pour les opérations aériennes au Vietnam et la projection stratégique en Asie jusque dans les années 1970. L'administration militaire passa de la marine à l'armée de terre et, à partir de 1946, fut progressivement transférée aux autorités civiles d'Okinawa, bien que les tensions liées à la présence de troupes étrangères n'aient jamais disparu. Le 15 mai 1972, les États-Unis ont officiellement restitué les îles au Japon. Quelques 39 complexes militaires ont été loués à l'usage des États-Unis et remplacés par des unités des forces d'autodéfense japonaises. Okinawa, ravagée par des semaines de tirs d'artillerie et de marine, a ensuite vu des grues et des bulldozers remplacer les grottes calcaires et les champs de canne à sucre par des pistes en béton et des jetées en acier. Un rappel constant que, pendant 82 jours en 1945, la guerre moderne a montré le prix qu'il faudrait payer pour mettre le pied sur les îles mères de l'archipel.